Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre le SQL. Donc après avoir vu les bases de données, on va cette fois s'attaquer aux tables. Qu'est-ce que table? Les tables, c'est en réalité un gros tableau, faut vraiment voir ça symboliquement comme ça, avec différentes colonnes qui va stocker vos lignes d'enregistrement. Imaginons, je travaille sur Excel, je veux stocker tous les différents clients de mon entreprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir des colonnes, par exemple le nom, le prénom, l'adresse, etc. Et puis après, sur chaque ligne, je vais ajouter mes différents clients. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la table SQL. Donc évidemment, pour pouvoir créer une table, il va falloir définir sa structure. Qu'est-ce que sa structure? C'est quelles sont ces différentes colonnes, car c'est ce qui va la caractériser, cette table. C'est les différentes colonnes qu'on va mettre. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire un create table, on va mettre ensuite le nom de la table, et entre parenthèses, on va mettre chacune de nos colonnes avec le nom de la colonne et le type SQL que vous avez pu voir dans une précédente vidéo, et ensuite vous mettez une virgule et vous mettez tout autant de colonnes que vous le souhaitez. Par exemple, si je souhaite créer une table client, je peux faire par exemple un create table et puis je vais mettre un ID avec un int, un nom, un prénom, une adresse, un code postal, une ville, un email, un téléphone, et je peux continuer comme ça. Et à chaque fois, je mets évidemment les types. Donc là, il y a un int, puis après, il y a des varchars de tailles différentes. Une bonne pratique lorsqu'on écrit un script, c'est toujours de aligner les types. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, il y a les noms des colonnes, et si on essaye d'aligner les types, ça n'apporte rien si ce n'est évidemment de la visibilité. Et quand on débug ou qu'on essaye de récupérer un script, c'est toujours bien de ne pas avoir à slalomer, etc., de voir directement les types alignés. Donc ça, c'est le create table, c'est assez simple. Il y a ensuite, pour supprimer une table. Pour supprimer une table, c'est très simple, on fait drop table, le nom de la table. Par exemple, si tout d'un coup je n'ai plus envie d'avoir une table client, je fais drop table client. Et là, automatiquement, j'ai supprimé ma table. Et toutes les données qui sont avec. Ça veut dire que je perds évidemment mes colonnes, mais je perds tous les enregistrements que j'avais dedans. Là, ça vide tout, le drop colonne. Donc ça a utilisé vraiment quand vous voulez supprimer la totalité de la table. Ensuite, il est possible de faire une modification de structure. Par exemple, j'avais créé une table initialement, puis tout d'un coup je souhaite stocker une nouvelle information. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute une nouvelle colonne. Ou inversement, j'ai des colonnes qui étaient mal définies, il va falloir que je les modifie. Comment est-ce que je fais ça? Toute modification de structure commence par un alter table et le nom de la table. Ensuite, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez ajouter une colonne, il vous suffit de mettre add, le nom de la colonne et le type. Par exemple, si je souhaite rajouter une table test qui va être un int dans ma table client, je vais faire un alter table add test int. Et là, automatiquement, dans toutes les colonnes que vous avez vues sur ma table client, à la fin, il va se rajouter un test qui va être de type int. Ensuite, si je veux modifier une colonne, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis int, c'était une erreur, je voulais mettre bigint. Alors, si je suis sur SQL Server, alors il va falloir que je fasse un alter colonne, et le nom de la colonne et le type. Par contre, si je suis sur MySQL et Oracle, le mot-clé s'appelle modified. Sinon, c'est toujours le nom de la colonne et le type. Donc, si je souhaite passer mon test en begin, je fais tout simplement un alter table client. Donc, je souhaite modifier la table client. Et ensuite, là, l'exemple, je l'ai pris sur SQL Server, mais vous pouvez mettre tout simplement modify si vous êtes sur MySQL ou Oracle. Vous faites alter table test begin. Et là, automatiquement, il va modifier la colonne test et lui affecter le nouveau type. Et enfin, je souhaite supprimer une colonne, parce que c'était une information qui ne servait à rien finalement, qui consommait de la ressource inutilement. Et je vais tout simplement faire un drop colonne et le nom de la colonne. Ainsi, si je veux supprimer ma colonne test, car après tout elle ne sert à rien si ce n'est pour le test, j'ai juste à faire un alter table client et un drop colonne test. Et voilà, ma table est revenue comme avant que je fasse le add. Imaginons que je crée plein de clients. Il y a certaines données que je voudrais rendre obligatoires. Il y a certaines données qu'il me faut absolument pour pouvoir avoir un client valide. Par exemple, un nom et un prénom. Si je n'ai pas de nom et de prénom, ça va être difficile d'identifier un client. Donc il va être important de savoir rendre
obligatoire le remplissage d'une donnée. Et bien, dans la définition de la colonne, lorsque vous faites votre crate, il est tout simplement possible de préciser not null. Ça veut dire que vous n'acceptez pas le type nul. En réalité, quand vous ne précisez pas une information, quoi qu'il arrive, elle va prendre la valeur nulle. Là, vous dites clairement non, je ne veux pas d'une valeur nulle. Autrement dit, je vais obliger l'utilisateur à saisir une valeur. Par exemple, si je mets un nom varchar not null, le nom devra obligatoirement être rempli. Si je rentre un utilisateur à la main et que je ne mets pas de nom, automatiquement le serveur SQL va me retourner une erreur. Alors, ça peut être pratique, évidemment, ça permet de vérifier qu'on ait forcément des données, mais parfois on aimerait bien initialiser ces différentes colonnes avec une valeur par défaut. Par exemple, une date de création d'un article, si je la renseigne pas, je veux pas qu'elle soit nulle, par contre j'aimerais bien qu'elle prenne la date du jour. Ainsi, quand j'écris un article, j'aurais pas à saisir la date, parce que ça n'a pas de sens de saisir la date de création. Je saisis mon article, j'enregistre, je n'enregistre pas, je ne mets pas de date de création. Du coup, l'idée c'est qu'elle prenne la valeur par défaut. Du coup, ça serait bien de effectivement mettre un not nul, mais également de mettre une valeur par défaut. Et ça, cela se fait très simplement en disant nom de la table type not nul, et ensuite on met le mot-clé default et la valeur par défaut que l'on souhaite. Autrement dit, si c'est nul, alors je mets la valeur par défaut. Valeur par défaut, ça peut évidemment être une valeur, ça veut dire que je mets en dur une valeur, si c'est un int, je mets 100. Si c'est une chaîne de caractères, je peux mettre pas affecté, n'existe pas ou pas rempli. Mais ça peut être également le retour d'une fonction. Par exemple, getDate pour recevoir la date du jour. Là c'est très bien, c'est pour la création, donc quand je crée, je peux préciser dans ces colonnes les différentes contraintes d'une certaine façon que je souhaite pouvoir appliquer sur ces colonnes, mais par contre il est possible que je puisse les gérer posteriori, donc pour ça il va falloir que je fasse un alter table, et si je suis sur SQL, et cette fois même sur MySQL, là il utilise bien le mot-clé alter colon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils n'ont pas modify, ils sont pas très cohérents, mais bref. On va faire un alter table, donc le nom de ma table, et ensuite cette fois on va faire un alter colonne, le nom de ma colonne, donc je souhaite modifier dans la table nom de table et dans la colonne nom de colonne, et je vais pouvoir lui setter une valeur par défaut en faisant un set default, et je mets ma valeur par défaut. Par contre sur Oracle, lui il est resté consistant, ça veut dire qu'il n'y a pas de alter colonne, mais bel et bien un modify. Donc je fais un alter table nom de la table, modify le nom de la colonne, et cette fois il n'y a pas de set default, je mets simplement default et valeur par défaut. Et enfin, si je souhaite supprimer une valeur par défaut, il y en avait une, puis en fait elle ne me sert à rien, et bien je vais tout simplement faire un alter table nom de ma table, alter colonne le nom de ma colonne, et je vais faire un drop default. Ici ça vaut pour tout le monde est d'accord pour le alter colonne. Ils sont pas cohérents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlons clé primaire. Qu'est-ce qu'une clé primaire? À quoi ça sert? Une clé primaire, ça permet de identifier de manière unique une ligne d'enregistrement. Parce que là, vous allez enregistrer plein d'informations, mais ça serait bien pour les retrouver, pour notamment optimiser les recherches, d'avoir quelque chose qui permet de les identifier de manière unique. Un client, ça peut être par exemple son nom et son prénom, mais c'est pas vraiment unique. Parce que potentiellement, je peux avoir quelqu'un qui va avoir un même nom et un même prénom. Donc après, vous pouvez vous amuser en demandant à enregistrer le deuxième prénom de vos utilisateurs, mais ça ne se fait pas trop. Ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on met une clé technique, un matricule, un chiffre qui va s'incrémenter à chaque fois, un ID technique en quelque sorte, un identifiant technique. Mais effectivement, rien ne vous empêche de pouvoir mettre des chaînes de caractères, par exemple un matricule. Rien ne vous empêche de mettre quelque chose, n'importe quoi. Il faut que cette valeur soit simplement unique et qu'elle identifie de manière précise une ligne d'enregistrement. Donc évidemment, de facto, une clé primaire ne peut pas être une colonne qui prend comme valeur nulle, parce que nul pourra du coup s'affecter à plusieurs lignes d'enregistrement, et du coup, elle ne sera pas unique, puisqu'elle pourra toucher plusieurs lignes d'enregistrement. Il faut qu'une table n'ait qu'une seule clé primaire. Il ne peut pas y avoir deux clés primaires pour une table, c'est impossible, on ne vous laissera pas faire.
Par contre, il est tout à fait possible d'avoir une clé primaire qui se compose de plusieurs colonnes. Si je reprends l'exemple de mon client, alors comme j'ai dit, il ne faut pas le faire, mais on va le faire pour l'exemple. Je souhaite que ma clé primaire soit le prénom et le nom de mon client. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre une clé primaire sur le nom et une clé primaire sur le prénom, puisque ce m'est impossible. Il n'y a qu'une seule clé primaire. Par contre, je peux totalement faire une clé primaire avec le nom et le prénom. Et cette clé primaire va se composer de ce couple de colonnes. Sachant que là, j'ai pris un couple, mais il peut y avoir en plusieurs colonnes. Il peut y en avoir 3, 4, 5. Comment ça marche? Lorsque je vais faire ma table, donc je vais lister mes colonnes et mes types. C'est pas forcément en fin, mais c'est bien de mettre en fin. Je vais mettre aussi les contraintes. Et pour ça, je peux faire un virgule constrainte. Je vais mettre un nom à ma clé primaire. Je vais mettre PK. C'est une règle, c'est une convention de nommage, on va dire. Vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Personnellement, il est courant de l'écrire PK en majuscule pour primary key, underscore et le nom de votre table. Donc là, par exemple, je fais PK, ma table. Et ensuite, je mets le mot-clé primary key et entre parenthèses, je mets les colonnes qui composent ma clé primaire. Ici, si j'en ai plusieurs, je les sépare avec une virgule. Vous pouvez voir normalement dans certains exemples que vous pouvez mettre nom de colonne type et ensuite vous pouvez juste mettre primary key ici. Alors c'est très bien, ça marche. Et effectivement, cette colonne deviendra votre clé primaire. Alors déjà, ça ne marche que quand vous avez une clé primaire unique. Vous ne pouvez pas faire des clés primaires composites, donc avec plusieurs colonnes avec cette technique. Et surtout, en fait, derrière, ça va gérer une contrainte qui va être générée automatiquement. Donc avec un nom un peu chelou. Alors que ici, l'avantage, c'est que vous nommez vos contraintes. C'est important de nommer vos contraintes. Pourquoi? Déjà, ça améliore la visibilité. Si plus tard, je m'amuse à regarder les contraintes qui sont liées à cette table, si je vois PK ma table, je comprends tout de suite que c'est une clé primaire. Si je vois la contrainte 0ZXB 47 62 12000, bon bah, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il va falloir que je regarde un peu plus en profondeur. Il est important de nommer vos contraintes car ça va permettre de plus facilement les identifier lorsque vous voulez les gérer. Ça veut dire notamment les modifier, ça veut également dire les supprimer. Si je souhaite justement ajouter une contrainte, je peux exactement faire un alter table, le nom de ma table, add constraint, et après c'est exactement comme le contrainte que j'ai fait dans le create. Si je souhaite supprimer la contrainte, alors je fais un alter table ma table, et j'ai juste à faire un drop contrainte et le nom de la contrainte. Donc voilà, c'est important de nommer vos contraintes, notamment lorsque vous faites des scripts, etc. Si vous faites des add contraintes, etc. et que vous ne mettez pas des noms, en fait, à chaque fois, il va créer un nouveau nom et du coup, ça va s'ajouter. Alors que là, vous êtes sûr que ça va modifier la dite contrainte. C'est donc important et je tiens à préciser en aparté quand même, le default que vous faites sur SQL Server, le default derrière va être créé comme une contrainte. Et donc en fait il est totalement possible en fait de gérer le default de cette même façon. Ça veut dire que vous faites un contrainte, vous mettez un nom de la contrainte et ici vous mettez default et sa valeur par défaut. Et c'est gérable comme cela également. Alors la clé primaire, comme je l'ai dit, souvent c'est une clé qu'on va dire technique et c'est un nombre qui va s'incrémenter. Ça veut dire qu'au départ je vais avoir client 1, 2, 3, 4, 5 et ça continue d'incrémenter et une fois que c'est utilisé je ne pourrai pas réutiliser une ancienne valeur. Donc ça, est-ce que ça va être géré niveau code? Non, heureusement ça peut être directement géré depuis la base de données. C'est ce qu'on appelle l'auto-incrémentation. Ça veut dire que je vais prendre une colonne et je vais lui dire celui-là ça va être une colonne qui va commencer à tel nombre et après ça s'incrémente à chaque enregistrement. Donc ça sera géré en automatique. Comment est-ce qu'on fait ça? Et bien là-dessus, l'auto-incrémente, les 3 SGBD principaux ne sont pas mis d'accord. Donc derrière on a MySQL où en fait il suffit d'utiliser le mot-clé auto-increment lors de la définition de votre colonne. Et il est possible de changer la valeur initiale de votre auto-increment en faisant ici un alter table, le nom de la table, et auto-increment égale votre nombre. Ici, donc par défaut, ça va commencer 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai finalement plus d'une dizaine. Puis finalement, je fais une suppression de 5 à 10. Si je rajoute un utilisateur, automatiquement, son ID va être 11. Parce qu'il s'auto-incrémente. L'idée, c'est que derrière, je puisse quand même, si je le souhaite, c'est pas obligé, je peux très bien être heureux avec 11.
Mais derrière, si je supprime, je peux également faire un alter table auto-incrémente et remettre le nombre à 5. Et automatiquement, le prochain, ça sera 6, 7, 8, et ainsi de suite. Sur SQL Server, il y a un autre mot-clé qui s'appelle Identity, qui prend en paramètre deux informations. C'est le numéro de départ. Donc par exemple, moi j'ai mis 1, mais je peux décider que je commence à 1000, si j'ai envie. Et ensuite, le pas. Est-ce que je dois incrémenter de 1, mais je peux très bien aussi incrémenter de 2, de 4, de 16, de ce que je veux. Enfin là j'ai pris des puissances de 2, mais ça peut être 5, 13, ce que vous voulez. Voilà, vous avez la main sur l'incrémentation, le pas. Et si vous voulez remettre la valeur de début initial de votre champ auto-incrémente, vous devez faire un dbcc check ident et vous mettez le nom de votre table, vous faites reseed pour régénérer le seed, la graine. Et ensuite vous mettez le nombre que vous souhaitez. Donc imaginons que je mets le nom de ma table, reseed, et ensuite je mets 100. Alors automatiquement mon auto-incrémente va recommencer à partir de 100. Ça va être 101, 102, 103, 104, etc. Et enfin sur Oracle, alors je connais pas Oracle, hein, alors n'hésitez pas à me dire si c'est faux. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas forcément le truc le plus simple. Il va falloir créer une séquence. Donc on fait un create séquence avec une minimum value. Donc ça va être mon 1. La valeur de départ, donc je fais un start with 1. Et enfin j'incrémente le pas. Et en outre, je peux mettre certaines valeurs en cache. Donc là, je lui dis, tu mets en cache tes 10 dernières valeurs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans mon insert into, dans mon value, c'est que je vais prendre ma séquence et j'ai juste à faire un point next value. Et là, automatiquement, ça va prendre la valeur d'après de ma séquence. Personnellement, ça m'étonne qu'Oracle fasse un truc aussi lourd, mais soit. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les tables. Alors, on va dire de manière simple. Évidemment, il y a beaucoup de choses à voir sur les tables. Il y a beaucoup de subtilités, les engines, il y a encore les collations si vous voulez, il y a les contraintes, je parle de contraintes d'intégrité. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intégrité référentielle. Il y a plein de choses, mais on va dire pour l'usage classique des tables, voilà les différentes informations qu'il est important de connaître. J'espère que cette vidéo vous a été instructive et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Et en fait, avant de partir quand même, on est presque Noël, donc je vous souhaite quand même un joyeux Noël et une très bonne année.